Bonjour, bonjour. Voilà, alors c'est reparti, c'est notre huitième live sur les questions de la liberté éducative. Je sais que vous en avez marre des, des lives, des Skype, des Zoom, je sais, je sais bien que on est plusieurs là à en avoir un peu soupé là des rencontres vidéo, des apéros virtuels, etc. Je comprends que on préférerait se rencontrer pour vrai, on préférerait se voir, être là ensemble. Ah, et bonjour. Bon, ben, si tout le monde me voit et m'entend, c'est bien, c'est bien. Je pense que j'ai commencé à avoir pris un petit peu l'habitude technique, ce qui fait que je stresse un petit peu moins par rapport à ça. Bon, ben, c'est génial. Merci, bonjour Lulu, Nelly, bonjour. Euh, alors voilà, oui, comme je disais, je sais que vous en avez un petit peu marre là des Zooms, des Skype et tout ça, mais écoutez, pour l'instant, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. J'ai essayé d'égayer un petit peu notre affaire. On a déjà mis les guirlandes de Noël. Regardez, vous avez Halloween est fini, donc voilà, paf. Tout de suite, on a décoché la guirlande de Noël pour, pour nous donner un petit peu de gaieté et de lumière colorée dans cette maison. Voilà. Bon ben. Eh, bonsoir d'Alsace, ouais, bonsoir Stéphanie. Oh, bon. Alors, on a des choses graves un petit peu à se dire, à la fois parce que l'heure est grave. Bon, évidemment, tous ceux qui s'intéressent à la liberté éducative, ben, le savent. On est mal pris là, on est pris dans une espèce d'injonction. On se retrouve un peu, comme disait Coluche, premier dans un concours de circonstances, c'est-à-dire on se retrouve pris à devoir être ah salut du Béarn, ah, ben, salut l'Alsace, le Béarn, l'Auvergne, waouh, on a du monde ce soir, c'est bien. Donc on se retrouve pris comme premier dans un concours de circonstances à devoir, nous les gens de l'IEF, être les on est comme pointé du doigt pour des choses dans lesquelles on est à peu près pour rien. Écoutez, moi j'ai des amis musulmans voilés qui font l'école à la maison et je pense très fort à eux parce que c'est des gens adorables et qui se retrouvent encore plus pointés du doigt que moi qui, malgré ma barbe, voilà, n'est pas assimilé musulman. Mais voilà, donc voilà, il y a des choses graves qui se passent. Il faut désigner des coupables, il faut taper dans le tas, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, nous, on se retrouve pris là-dedans. Waouh, et le Maroc, waouh, salut le Maroc. Atlanta, USH. Et bon, dis donc, on est international, là, on est... Waouh. Ben dis donc, bon, ben, merci de me rejoindre sur la planète et sa banlieue, comme ils disent sur France Inter. Donc, waouh. Ben, écoutez, je suis impressionné. Alors, dans les dangers qui nous guettent, je vais rentrer directement, si on peut commencer, si on est déjà quelques-uns. On a... et l'Ardèche, salut l'Ardèche, salut Béatrice. Alors, on a un double problème, c'est que on est attaqué injustement, bon, de façon imbécile en plus, bon, parce que, mais en plus, comment dire, on se défend, nous, des fois, aussi un peu maladroitement. Je vais m'expliquer là-dessus. J'aimerais qu'on soit assez précis sur les façons dont on se défend et avec le vocabulaire qu'on utilise, parce que des fois, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied en essayant d'être... bon, peut-être on est sous le choc, des fois, on est sous la colère. Et alors là, ben, du coup, on est comme... pris à utiliser des mots dont on pèse pas toujours la profondeur, le sens, la gravité, etc. Ah, et salut Thierry, fidèle. Chambord, oh, bon. Et Océane de Haute-Savoie. Bon, ben, écoutez, je pense que... euh, imaginez si on s'était retrouvé là, que chacun avait amené un petit quelque chose à manger de sa région, un petit quelque chose à boire. Vous imaginez le bon petit repas qu'on se ferait, la bonne rencontre qu'on se ferait. Écoutez, j'ose même pas imaginer, ça va faire trop mal à ma gourmandise. Donc, ben merci de nous rejoindre d'un peu partout. Alors oui, j'étais en train de dire que...
que des fois on se tire une balle dans le pied en utilisant du vocabulaire qui n'est pas tout à fait adapté. Une des choses que j'ai vu, enfin, d'abord on va faire un petit point, excusez-moi, bon, dénoncer ce qui se passe, alors notamment en France avec la volonté d'interdire l'instruction en famille. Vous savez, bon, moi j'aime pas les mots, instruction en famille, école à la maison. Je cherche le mot juste, je l'ai toujours pas trouvé. Éducation sans école, moi j'appelle ça l'éducation pirate. Peut-être qu'il va nous falloir être de plus en plus pirates. Alors s'il y a des gens d'un peu partout, du Québec, de France, du Maroc, des États-Unis, alors je vais faire un petit récapitulatif. On a ce truc là qui nous pend un petit peu comme une épée de la Corrèze, bonjour, une épée de Damoclès, Montbéliard, hein, salut. Donc, qui nous pend au-dessus, on dit, ben voilà, à partir de la rentrée prochaine, on ne pourra plus faire d'école maison. Ça, déjà, par exemple, on a vu, on a posté, on a écrit, oui, mais alors là, on reviendrait sur 140 ans de liberté éducative de la loi Jules Ferry. Mais en fait, même moi, j'ai écrit ça, puis j'ai réfléchi par après, j'ai dit, mais non, c'est une bêtise ce que j'écris là, parce que on ne revient pas sur 140 ans de loi de Jules Ferry. On revient sur 200 000 ans de l'histoire de l'humanité et de 2 milliards d'années. Ah, salut Catherine de Belgique. Et Besançon, salut, salut Sophia. Voilà, on revient sur, écoutez, on revient sur 2 milliards et demi de l'histoire, sur l'histoire des mammifères, hein, vous comprenez. euh, C'est-à-dire que c'est le rôle naturel des parents d'éduquer leurs enfants dans le monde des mammifères en général. Salut Fab de la Drôme. Alors, c'est ça, on est... euh, le droit d'éduquer nos enfants, il vient pas des lois Jules Ferry. Le droit et je dirais le devoir en fait même de prendre soin de nos proches, d'être attentif aux gens qu'on aime et en particulier les plus fragiles, nos anciens, mais aussi nos bébés qu'on accueille dans notre vie et qui n'ont pas comment dire, qui n'ont pas demandé à venir. Hein. Les enfants, c'est nous qui, la plupart du temps, je l'espère en tout cas, avons choisi de les accueillir dans nos familles. Donc on doit en prendre soin, donc on a un droit, on a un devoir vis-à-vis d'eux. Donc à partir de là, le fait que des parents s'occupent, et la famille élargie, hein, avec les familles reconstituées, avec tout ça, bon, évidemment, on parle des gens qui aiment les enfants autour d'eux, quoi, c'est essentiellement ça. Donc, ça continue à arriver, hein, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, salut, salut, bienvenue. Voilà, donc on prend soin des gens qu'on aime, voilà, et à commencer par les plus fragiles. Donc en fait, le droit d'éduquer nos enfants, c'est un droit normal. Alors c'est ça qu'on voudrait nous enlever en fait. Et bon, évidemment, c'est pas possible. Ou les atouts qu'on peut avoir, évidemment, là-dedans, plusieurs l'ont rappelé, il y a plein d'initiatives, il y a des pétitions. Écoutez, moi j'ai un peu perdu le fil là, il y a tellement de pétitions, de groupes, de vidéos, de témoignages, de danse, et c'est formidable, c'est génial. J'ai participé un petit peu, mais j'avoue que j'en reçois beaucoup. Mais voilà, donc ce qu'on a rappelé, c'est que si on s'en tient aux droits, aux lois, etc., il y a quand même des accords internationaux liés à l'enfance, les droits de l'enfant, mais aussi bon, les droits de l'homme, les droits de l'humanité. Dont il faut quand même être conscient et qui nous invite salut Stéphane, salut Gary, Montpellier, 7, c'est bien, on a le sud aussi. Alors, il faut être conscient qu'on a des droits inhérents en fait, je veux dire, qui sont liés alors à la nature des choses, parce que c'est nos enfants et on a le droit de les éduquer, ça c'est la base, mais on a aussi bon, des conventions internationales qui nous disent que les parents ont par priorité le droit de choisir l'éducation de leurs enfants. Alors là, attention, j'allume une première lumière, je mets un premier drapeau. Attention à un truc, c'est que Blanquer dit, le ministre donc français de l'Éducation, dit
attention, mais nous, on n'enlève pas le choix aux parents, puisqu'ils auront le choix entre école publique, école privée, école sous contrat, mais l'important, c'est qu'il y ait une école. Alors, évidemment, la loi, enfin, en tout cas, les textes internationaux ne disent pas qu'on doit avoir le choix entre A ou B ou C. Les textes internationaux nous disent qu'on a le droit de choisir. Donc, le droit de choisir, il n'y a personne qui dit que ce choix doit se faire dans un espace contraignant, circonscrit, où finalement on pourrait choisir entre ça ou ça, mais pas plus, quoi. Donc là, il va y avoir une bataille juridique par rapport à ça. Donc là, c'est le premier truc. Quand on poste des choses et qu'on dit on veut avoir le choix, attention parce qu'eux, ils ont déjà la réponse et ils nous disent mais le choix, on va vous le laisser, école publique ou école privée. Bon, ce qui est une gag en fait. Le choix, c'est pas ça. Et je pense à toutes les familles qui partent en voyage autour du monde, je pense tout ça. On veut un véritable choix, quoi. On veut pas choisir entre A et B. Vous savez, c'est des fois. On fait ça avec les, avec les enfants aussi. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? D'aller te coucher ou d'aller faire la sieste? Tu choisis, hein, moi, t'es libre, hein, t'as le choix. Alors, tu préfères quoi? Voilà. Donc ça, c'est des espèces de faux choix, hein. C'est sûr qu'on n'a jamais non plus un choix, je veux dire, at large, un choix qui serait, quand on dit aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire, s'ils nous répondent, ben, j'aimerais bien faire un tour d'hélicoptère, aller sur la Lune, enfin, etc., etc. Bon, on comprend que le choix qu'on leur propose, il a toujours des limites, hein, on ne peut pas tout leur offrir. Mais là, ça coûte rien à l'État, qui est d'ailleurs complètement désengagé de nos initiatives, de nous laisser ce choix-là, quoi. Euh, oui, merci Stéphanie de préciser que l'enfant ne peut pas être privé de manière illégale ou arbitraire de comment dire, excusez-moi parce qu'on m'écrit en même temps, voilà, donc nul n'a le droit de priver un enfant de liberté d'une manière illégale ou arbitraire, voilà, c'est ça. Alors évidemment là aussi, c'est quoi la liberté, c'est quoi, bon, tout ça c'est compliqué, et il faut revenir sur ces notions-là. Une notion que j'ai vu passer, sur laquelle je voudrais vraiment vous alerter, qui est à mon avis la plus périlleuse, et là il faut vraiment qu'on arrête d'utiliser ça dans notre défense, c'est quand on dit l'État n'a pas à se mêler de l'éducation de mes enfants, l'État n'a pas à se mêler de mes enfants. Ça, c'est une bêtise, en fait. Je vous le dis. Faut pas dire ça, en fait. Il faut pas dire ça parce qu'on va se faire retourner comme des crêpes. Si votre enfant fait du vélo dans la rue et que quelqu'un le renverse, on va être quand même bien content qu'il y ait des services publics comme les pompiers qui viennent se mêler de la santé de votre enfant. On va être bien content qu'un hôpital qui a un service public s'occupe de soigner votre enfant. Si votre enfant, bon, je touche du bois, je veux que ça arrive à personne, mais si d'un coup il reste handicapé, on sera bien content qu'il y ait des aides, qu'il y ait tout un tas de programmes pour aider un enfant qui serait handicapé, etc. Donc, même s'ils sont jamais suffisants et tout ça, il y a quand même tout un tas de dispositifs publics qu'on ne conteste pas, quoi. Donc, on vit dans un espace public. Donc, dire l'État n'a pas à se mêler de mon enfant, c'est une bêtise, vous voyez ce que je veux dire? Bonsoir encore du Maroc, ou de la Drôme, bonjour. C'est une bêtise de dire que l'État n'a pas à se mêler de nos enfants, parce qu'on est bien content qu'ils s'en mêlent quand on en a besoin. Et puis moi je vais vous dire, il y a suffisamment d'enfants qui souffrent dans le monde. S'il y a des services publics qui viennent vérifier qu'un enfant ne soit pas en souffrance, parce que ça existe, pas forcément dans nos rangs, hein, parmi les enfants qui vont à l'école, ou etc. Je veux dire, des enfants qui souffrent, ça existe, quoi. C'est pas moi qui l'invente, quoi. Donc, qu'il y ait des services publics chargés de vérifier qu'il n'y ait pas trop d'enfants en souffrance, moi, il me semble que ce serait plutôt utile, quoi. Voilà. Donc moi, je suis pas contre l'intervention. L'Italie maintenant qui nous rejoint. Bonsoir, bonsoir. Et Gaillac. Bon, mais c'est bien, merci, bonjour. On est. Voilà, excusez-moi, j'essaie d'avoir le fil en même temps de vous répondre, mais voilà, donc on est bien content qu'à certains moments les services publics interviennent dans la vie de nos enfants. Alors, on ne peut pas dire l'État n'a pas à s'en mêler. La question, c'est que l'État doit être
à sa place, en fait, dans la façon de garantir les droits et les libertés. Vous comprenez? Et il est là le truc. Il y a une version un peu libertarienne. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un petit peu la pensée libertarienne. C'est une pensée souvent qui nous vient du monde anglo-saxon, souvent des États-Unis, qui est un truc, une pensée les gens résument ça en disant l'État n'a pas à en rentrer dans ma chambre à coucher, je fais ce que je veux, je suis chez moi, c'est ma propriété privée, etc., etc. Alors, si on rentre là-dedans, on va se faire retourner comme des crêpes. Parce que c'est pas ça la société, notamment en France. Hein, il y a une solidarité sociale, etc. Donc, euh, on ne peut pas, par exemple, crier d'un côté que l'État ne fait pas ce qu'il faut pour lutter contre l'évasion fiscale, et de l'autre côté dire l'État n'a pas à se mêler des affaires privées. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas faire ça. On va se faire manger. Quoi. Donc, je vous demande vraiment de réfléchir avant de poster ce genre de choses. Vous devez vraiment dire non. Est-ce que c'est vrai que je suis d'accord qu'il n'y ait pas un service public qui ramasse les poubelles? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je veux du service public. Maintenant, voilà, qu'est-ce que je fais? Ah, mais le Québec, bon, bah, des voisins, salut. Euh, donc, euh, donc voilà, on doit se dire, on doit essayer de décider à quel moment l'État fait son travail, l'État est à sa place, et à quel moment il ne l'est plus. D'accord? Alors, il faudrait faire un ordre de priorité. Voilà. Alors, Blanquer, lui, il a décidé, c'est magique, lui, il a décidé l'incompétence parentale généralisée. C'est-à-dire, il s'est dit, à partir de la rentrée 2021, je déclare que tous les enfants de France, en fait, tous les parents de France sont inaptes à éduquer leurs enfants, voilà, donc et à les instruire, voilà. Donc un parent n'est pas capable, n'est plus capable à partir de septembre 2021. Donc je déclare l'incompétence généralisée. Alors, il pourra toujours les éduquer, les instruire le samedi dimanche, ça c'est possible, mais du lundi au vendredi, je vais créer un délit d'éducation en fait. Voilà. Donc si vous êtes des parents et que vous éduquez ou instruisez vos enfants du lundi au vendredi, ben, vous commettez un crime, un délit. Mais par contre, le samedi, dimanche, là, ça va bien. Pendant les vacances aussi, c'est bon. Par contre, il faut être là pour faire les devoirs que l'école, tu vois, nous donne, etc. Donc là, il faut être... Mais voilà, je voudrais créer un monde éducatif sans dehors. Voilà, c'est ça que nous imposerait, en fait, Blanquer. Je veux créer un monde éducatif sans dehors, en fait, sans dehors de l'école. Il n'y a que l'école qui serait capable, apte de... Évidemment, ça pose un millier de problèmes, on l'a montré. Alors, par exemple, quand je pense aux enseignants qui font eux-mêmes l'école à la maison avec leurs enfants, alors eux seraient capables d'éduquer leurs enfants, enfin, d'éduquer des enfants à l'école, mais quand ils seraient chez eux, ils ne pourraient plus le faire avec leurs propres enfants. Moi, j'ai un doctorat en éducation, hein, ceux qui me suivent, vous le savez. Je suis intervenu plusieurs fois dans des universités, dans des IUFM, pour former des profs. Alors, vous voyez cette ironie qui ferait que moi, je serais capable d'aller former des profs, mais incapable de former des profs qui vont éduquer des enfants, mais moi, je serais incapable d'éduquer mes propres enfants. Vous voyez, on tombe dans des trucs, débiles, quoi. On serait aussi dans cette situation que cette incompétence-là serait congénitale, en fait. Hein, c'est-à-dire que... cette incompétence-là, ben, en fait, nous, on serait éduqués par l'école, on aurait toutes les valeurs de la République, mais une fois rendu adulte, on perdrait ses compétences et il faudrait envoyer nos enfants à l'école. Enfin, bon, bref, il y a tout un tas de trucs débiles. Je vois Nelly qui me demande si l'IEF est autorisé au Maroc. Disons qu'au Maroc, c'est un peu plus flou. Disons que, voilà, il n'y a pas, c'est pas tant... coordonnées comme ça, il n'y a pas, bon, il n'y a pas des services d'État. Disons que si vous n'êtes pas trop déclaré, mais en France c'est un peu la même chose. Au Québec aussi, je vous le dis, on s'est fait avoir, les familles se sont déclarées pour jouer le jeu, puis finalement on a changé la loi, donc voilà. Ouais. Donc on me dit, oui, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'école, de l'État, en fait, oui, c'est très réducteur. Et peut avoir... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des différences. Alors bon, vous savez, moi, dans mes études universitaires, c'est sûr, comme disait toujours, bon, alors...
C'est quoi la différence entre éduquer et puis instruire et puis bon, on peut toujours jouer là-dedans, y a pas, y a pas de problème. Mais par contre, il faut quand même qu'on se rende compte que voilà, un enfant qui lit Astérix en Corse, par exemple, il fait quoi? Il s'instruit, il s'éduque, il grandit, il s'informe. Vous voyez, on s'en sortira pas de ce. Quand je montre à mon jeune enfant comment il doit faire les lacets de ses chaussures, je lui donne une compétence technique, je l'instruis, je le forme, je l'informe, je l'éduque, je le. Vous voyez, on pourra le prendre par le bout que vous voulez, à un moment donné, on va se mordre la queue, vous voyez. Donc, on va tourner en rond, vous voyez. Donc c'est ça. Donc, entre instruire, éduquer, former, informer, etc., on peut toujours jouer sur les mots, mais à l'arrivée, ça revient un petit peu à des choses qui vont un peu l'un dans l'autre, hein, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes choses, mais qui sont quand même suffisamment proches pour qu'on ait du mal à les distinguer, quoi. Voilà. Donc, dire c'est le ministère de l'Éducation, mais que son rôle, c'est d'instruire les enfants, et que du coup, les parents qui, en dehors du ministère de l'Éducation, doivent éduquer leurs enfants, mais que c'est le rôle de l'école de les instruire. Vous voyez, on est dans une espèce de mayonnaise là-dedans, une salade niçoise. Vous voyez, on est pris dans un truc où on s'en sortira pas, quoi. Alors Magali qui dit eh oui attention on en arrive à une possibilité d'instruire en famille mais seulement si on a un diplôme d'enseignant. Ouais, ça aussi c'est encore tordu comme affaire parce que ça va revenir bientôt, c'est une question qui mérite d'être débattue hein, mais ça reviendrait à donner des diplômes de parents. Et ça c'est pas gagné quoi parce que le jour où il faut l'autorisation d'un gouvernement pour avoir un enfant, vous voyez, c'est quand même touché comme question, c'est quand même très, très tordu, quoi. On peut pas vraiment, on peut pas vraiment décréter que, en fait, on peut pas décréter l'incompétence parentale a priori. Vous voyez ce que je veux dire? On sait très bien qu'il y a des familles où ça marche pas, il y a des familles dysfonctionnelles, on sait très bien qu'il y a des enfants en souffrance. Ça, y a pas de problème. Et que bon, finalement il y ait des services de l'État qui vérifient que ces enfants ne souffrent pas trop ou pas trop longtemps, c'est très bien. Maintenant, on ne peut pas partir du principe que, a priori, bon, les parents seraient incompétents, ça c'est la base, voilà. Cette incompétence serait héréditaire et que donc, finalement, dès que vous avez un enfant, c'est bien beau, on vous autorise à avoir un enfant, par contre, on déclare que vous n'êtes pas apte à l'éduquer. Donc ça, c'est pas possible, vous comprenez? On peut pas partir de l'incompétence généralisée des parents. Ça, c'est un truc. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre, en fait. Parce que si la loi qui interdit de faire l'instruction en famille passe, et que donc on est dans l'incompétence généralisée des parents, alors sur quoi l'école va s'appuyer pour faire les devoirs, pour dire, les profs diront, ah, mais moi je suis pas là pour faire leur éducation, moi je suis là pour transmettre des savoirs, là, là. Ben oui, mais le gouvernement vient de me déclarer inapte à les éduquer. Alors, mes enfants, donc pourquoi tu te plains qu'ils arrivent voilà, donc, vous voyez, donc on va se retrouver dans des situations insolubles. On se retrouve pris en fait dans une espèce de grande logique qui dure comme ça depuis des années, des décennies, où on nous enlève petit à petit, bon, tout un tas de libertés. Alors on est coupable quelque part un petit peu parce que on est, et puis moi le premier, hein, de plus en plus inquiet pour nos enfants. Nos enfants vont de moins en moins loin. C'est pas vrai qu'ils partent 2 jours en vélo et qu'on ne sait même pas où ils sont. Vous voyez, on est de plus en plus inquiet pour nous. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ma grand-mère avec mon frère, elle nous amenait à la piscine en voiture. Elle nous faisait un petit. On avait 10-12 ans, quoi. Et elle nous amenait à la piscine, elle nous laissait là la journée ou l'après-midi, et elle venait nous rechercher le soir, mais on savait même pas nager, en fait. Donc, vous voyez, on était dans cette.
dans cette situation où on était dans des piscines, on ne savait pas nager. Il y avait des surveillants de baignade et personne ne s'inquiétait et personne ne trouvait ça bizarre, ni anormal, ni dangereux. Donc on est rentré dans ces sociétés où on est de plus en plus inquiet, on est de plus en plus... Alors on a laissé faire quelque part un peu la surveillance. Vous savez, moi quand j'étais petit... Euh, nos vélos, on se les réparait nous-mêmes tout le temps. Aujourd'hui, à Montréal, il y a presque plus personne, ou entre beaucoup moins de monde qui répare leur vélo. Les gens amènent ça au magasin, etc. Et puis moi, écoute, des fois par flemme aussi, c'est ce que je fais. Bon, alors voilà, on se retrouve pris. On se retrouve pris dans cette dépossession de nos compétences. Alors que finalement, un jour, un ministre finisse par déclarer que euh, on serait inapte à éduquer nos enfants, eh bien, c'est presque dans la logique des choses de cette société, de cette époque, qui nous prend de plus en plus pour des enfants, en fait. J'ai déjà mentionné que on est dans un monde où, je vous l'apprends peut-être, mais je pense pas, on est dans un monde marchand, industriel, capitaliste. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, j'imagine. Alors dans ce monde marchand, tous les improductifs sont sous surveillance dans des établissements gérés, contrôlés, disciplinés par l'État. Donc là-dedans, il y a les vieux, il y a les fous, il y a les malades, il y a les enfants, il y a les bandits. Au Québec, on va voir les autochtones, etc. Donc, à chaque fois, vous savez, les autochtones au Québec sont des irresponsables. je dis ça d'autant plus tranquillement que ma conjointe est autochtone du peuple Innu, de la nation Innu. Et donc, voilà, les autochtones sont des irresponsables. Je peux vous le dire qu'elle n'est pas là en ce moment. Ça veut dire que, par exemple, un autochtone au Québec ne peut pas, s'il ne le précise pas, rien de ce qu'il aura accumulé dans sa vie, quand il va mourir, n'est transmissible. Ça veut dire que tout ce qu'il aura accumulé dans sa vie repart à la mère nation, à la mère patrie. Voilà, il ne peut pas transmettre son patrimoine. C'était pas à lui, on lui a prêté pendant le temps de sa vie, là, mais comme un enfant qui a utilisé un jouet, à sa mort, l'autochtone doit rendre tout ce qu'il avait accumulé. Vous voyez, donc il peut pas avoir d'héritier, à moins qu'il le précise sur un testament spécifiquement. Mais s'il dit rien, il n'y a pas d'héritier, tout repart à l'État. S'il avait une maison, ben, ça revient à l'État. Tout ça pour dire, c'était une parenthèse, mais voilà, tous les gens qui sont jugés improductifs sont jugés irresponsables, donc les enfants en premier lieu, si on revient à eux évidemment, donc il faut qu'ils soient dans des espaces disciplinés, disciplinaires, voilà, donc voilà le point, c'est que quand on regardait le confinement qui se passe en France en ce moment, dans pas mal de pays d'Europe, c'est que vous avez le droit à plus rien, finalement, si ce n'est à aller à l'usine ou à aller dans des endroits où on vous prépare à aller à l'usine, c'est-à-dire l'école. Voilà. Et donc, finalement, du moment que vous restez des producteurs et des consommateurs, là, on va vous... Il n'y a pas de problème, on va vous laisser circuler. Par contre, dès que vous avez autre chose à faire que produire ou consommer, alors là, par contre, il est mieux de rester à la maison. Donc là, on est rendu dans une espèce de parangon, en fait, d'une caricature de la société marchande avec ces histoires de confinement. Voilà, donc là, les enfants finalement qu'on avait mis dans ces espaces-là et qui étaient donc considérés comme des irresponsables, juste des futurs producteurs et des futurs consommateurs, et bien finalement ça fait tache d'huile et ça se rend jusqu'aux parents maintenant. Et donc les parents, ben voilà, n'essayez pas d'éduquer vos enfants à la maison, c'est un truc de professionnel. Oui, oui, n'essayez pas de reproduire ça à la maison. Et là aussi, dans nos rangs, on n'a pas que des amis, on n'a pas que des alliés. J'ai fait une entrevue radio je ne sais plus sur quelle radio à Montréal l'an dernier, par exemple. Et il y avait une dame qui vendait de l'accompagnement des enfants pour l'école maison. Euh, euh, et elle disait, ben voilà, pardon. Ah ouais, alors on me dit, ben oui, oui,
J'aurais plutôt dit de faire d'eux des adultes qui feront ce qu'on leur dit sans broncher, sans réfléchir, sans critiquer. Ben oui, effectivement, mais c'est ce qui revient un peu à la même chose. Mais alors, donc la dame, elle vendait, bon, voilà, je viens chez vous, moi je suis une ancienne prof, je connais les programmes, écoutez, éduquer un enfant, ça se fait pas si facilement, donc surtout, n'essayez pas d'éduquer votre enfant par vous-même, c'est un truc de professionnel, et voilà. Et donc, on a laissé rentrer, combien, moi je vois passer, attention, je vais vous jeter la pierre un petit peu, gentiment, mais combien je vois passer de quel programme vous utilisez, quelle méthode, pour apprendre le français, pour apprendre l'écriture, pour apprendre les maths, etc. Vous utilisez quel livre, quelle méthode, quel truc. Vous voyez, on est pris là-dedans, hein, on sait des fois nous-mêmes déclarer incompétents. Oui, on sait. Alors oui, on ne sait pas tout, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de tout savoir. Mais n'empêche que on a, on devrait avoir une confiance en nous. On devrait avoir une confiance en nos enfants, dans leur capacité d'apprendre, dans leur capacité d'aller puiser dans un environnement riche et fécond les choses qui vont faire que ils vont finir par aller chercher ce qu'ils veulent. Vous savez, moi j'ai une technique que j'ai déjà dit, hein, je laisse traîner. Voilà, je mets un truc là, je le laisse traîner. Des fois, c'est un livre de comment faire des dessins manga. Des fois, c'est un truc que j'affiche au mur. Des fois, peu importe, n'importe quoi. Mais des énigmes, des livres d'énigmes, des mots fléchés. Je laisse traîner mes trucs, vous voyez. Et déjà, ça me donne une excuse. Mais en plus, c'est ça. Et les enfants, ben, regardez, des fois, ils passent là une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais au bout d'un moment, ils viennent chercher ce que l'environnement propose, en fait. Hein. Donc, alors attention, je dis pas que le parent est omniscient. Je dis pas que le parent sait tout, tout le temps, il doit répondre à tout, tout le temps, etc. Je sais que ça prend des fois de l'accompagnement. Hein. J'en suis tout à fait conscient. Je sais très bien que on sort nous-mêmes de l'école, que des fois nos enfants ont été scolarisés pendant des années, et que d'un coup on se retrouve ah ben, un peu tout nu des fois, tu sais. Ah, salut Marine. Ouais. Oui, c'est vrai Marine, hein, ce que tu dis, l'obligation d'un programme éducatif normé, comme c'est le cas au Québec, est le premier pas vers la perte de contrôle des parents sur le plan de l'éducation, évidemment. C'est-à-dire que nous, le ministre québécois nous dit, faites des voitures de la couleur que vous voulez pourvu qu'elles soient noires, quoi, vous voyez. En gros, le ministre de l'Éducation se dit, en fait, de toute façon, il faut appliquer le programme à la lettre, il n'y a qu'un programme, il est pour tous, et puis voilà. Donc alors après, que l'exercice soit donné à l'enfant par le parent, ou que l'exercice soit donné à l'enfant par un prof, finalement ça ne change rien, de toute façon ils font tous le même exercice. Donc ça, et ils disent, mais vous avez la liberté éducative, puisqu'il y a plusieurs livres de maths pour le même niveau, donc vous pouvez utiliser le livre que vous voulez. Et vous voyez, c'est une folie, parce que là aussi on dit qu'on a la liberté. Parce qu'évidemment, il n'y a aucun gouvernement qui dit, vous n'aurez plus aucune liberté. Ça existe pas, voilà. Donc on est, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que on s'est des fois nous-mêmes autoproclamés incompétents, vous voyez ce que je veux dire, et alors on cherche à se rassurer, évidemment on sort notre enfant de l'école, il faut déscolariser notre enfant, mais surtout, et ça c'est beaucoup plus compliqué, il faut déscolariser nous, le parent, et se convaincre qu'on a les capacités, qu'on a les compétences, qu'on est apte à offrir un environnement dans lequel il est possible d'apprendre. Euh, voilà, donc on doit se faire confiance, mais aussi on doit offrir cet environnement. Hein. C'est pas juste se faire confiance et puis rien faire. On doit offrir cet environnement. Et quand on a cet environnement-là, qu'on est sûr de ses bases, là on peut aller discuter, on peut aller voir le maire. On peut aller voir, on peut écrire au député, on peut écrire au sénateur, on peut écrire au préfet, on peut... voilà, donc... oui, Delphine, tu nous dis, ben, mais ils recherchent l'unité. Oui, ils recherchent l'uniformité, en fait, ce qui est bien plus pratique, quoi. Voilà. Quand vous adhérez à un programme, quand vous adhérez
une formation, même la mienne, hein, je le dis, vous savez, je vous parle de ma formation de seconde, c'est parce que euh, pendant des années, j'ai refusé, moi, de faire une formation en disant, mais what the fuck, je vais faire une formation sur le unschooling, c'est-à-dire que je vais dire aux gens, allez-y, devenez des bons élèves, regardez, pour faire du unschooling, c'est comme ça, comme ça, comme ça, étape 1, étape 2, étape 3. Pas possible, vous comprenez? C'était pas possible que je puisse dire. Donc, ce que j'ai visé et ce à quoi j'ai été très très attentif, et on a été plusieurs à faire la formation, hein, à la mettre en œuvre, c'est que il n'y ait pas de réponse toute faite là-dedans. C'est-à-dire que si quelqu'un un jour, je croise dans la rue et qui me dit « Ah ben moi je suis la méthode Pardo », je vous garantis que j'arrête tout. Je la supprime d'Internet, cette formation, parce que ça voudra dire qu'on a raté notre but. D'ailleurs, j'en reviens, vous savez, Montessori, par exemple, la méthode Montessori, c'est la méthode du fils Montessori. Hein. Il n'y avait pas de méthode Freinet, de méthode Montessori, de méthode Steiner, de méthode, ce que vous voulez, Ferrer ou je ne sais pas quoi. Il y avait des philosophies éducatives, il y avait des attitudes vis-à-vis de l'enfant, il y avait des pensées, il y avait des recherches, que ce soit la psychanalyse du côté de Neil, que ce soit la médecine du côté de Montessori, que ce soit peu importe, il y avait des environnements qu'on créait et à l'intérieur de ces environnements, eh bien, chacun devait trouver la vie qui lui allait bien, la façon de fonctionner qui le rende heureux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas une méthode. Je reviens à Bernard Collot, mon ami Bernard. Quand il accompagne des créations d'écoles alternatives, etc., les gens disent alors c'est à quoi il faut penser pour vraiment être sûr d'être prêt quand les enfants vont arriver. Et Bernard leur répond toujours, mais vous prenez pas trop la tête avec ça, parce que de toute façon, tout ce que vous allez mettre en place, vous allez réfléchir pendant des semaines, et à l'arrivée, votre règlement, il va tenir 2 jours. Parce que si vous êtes attentif aux enfants, eux vont vous expliquer le reste. Vous voyez ce que je veux dire voilà, et donc, voilà, voilà, Karine qui me dit personnellement, je vois que j'ai perdu cette confiance de l'éducation que j'ai pu recevoir. Du coup, en accompagnant nos enfants dans leurs instructions, on leur montre justement cette confiance. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que un enfant qui a pas d'amour, enfin, tu vois, qui est dépourvu d'amour propre, qui se fait pas confiance, eh ben, c'est compliqué pour lui. Il s'agit pas de se faire une confiance aveugle, tout et n'importe quoi, tout à l'intuite, tout, hop, 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 moi, pas de problème, j'ai rien besoin d'étudier, tout me va. Non, c'est pas ça. Mais pour rentrer là-dedans, eh ben, il faut avoir un minimum de confiance et c'est pas en obéissant à des consignes et à des ordres qu'on apprend à se faire confiance. Voilà. Donc voilà. Donc pour finir avec cette histoire de formation, c'est que moi j'ai voulu mettre en place des choses qui faisaient en sorte que les gens se retrouvent à inventer la vie qui va avec. Se retrouvent. Finalement, j'ai posé des questions. Alors la question est importante, hein, parce que vous savez que quand on n'a pas les bonnes questions, c'est dur de trouver la bonne réponse. Donc j'ai aidé les gens, je pense, à formuler les questions. Que serait l'adulte sans l'enfant qui l'élève? Ben oui, absolument. Voilà. Mais après les réponses, chacun, vous avez vu, on a des gens des USA, du Maroc, de partout en France, de Belgique, de Suisse, d'Algérie, de Tunisie. Donc chacun a une réalité et puis chacun a des peurs, chacun a une histoire, chacun. Alors il faut arriver à se trouver une philosophie éducative qui nous rende libres et heureux. Voilà, il n'y a pas trop... Tom qui se moque de moi. Voilà, il faut trouver en fait quelque chose qui est effectivement, Karine, de respectueux, respectueux pour nous, et respectueux y compris pour nos doutes, pour nos angoisses, pour nos peurs, pour nos envies, celles de nos enfants, et c'est pour ça que je prône un système de vie familiale où tout le monde est heureux et libre ensemble, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que, voilà, on ne peut pas suivre un programme dans ces conditions-là. Donc, aller dans une école où, comme là, demain, Blanquer, je ne sais pas si vous avez vu le truc, ça c'est magique, propose que tout le monde lise la lettre de Jean Jaurès. Évidemment, la lettre que vous avez vue, il a pris soin d'amputer un chapitre.
Il a enlevé, pas un chapitre, mais un paragraphe. Il a enlevé un paragraphe dans cette lettre. C'est le paragraphe où Jaurès dit, mais c'est quoi ces histoires d'évaluer des profs, d'évaluer des enfants? C'est quoi ces affaires? Alors voilà, euh, mais à part ça, tout va bien, on n'est pas dans la manipulation. Mais voilà, donc on peut pas, c'est pas vrai que demain matin on va tous on va tous s'intéresser à la même lettre, on va tous avoir l'engouement, le goût de lire tous la même chose. C'est pas vrai, voilà. Donc on doit être vigilant. On doit être vigilant à ne pas nous-mêmes nous enfermer dans des boîtes à penser. On doit être vigilant à ne pas se laisser enfermer dans des boîtes à penser. On doit, quand on rencontre un maire, quand on rencontre un ministre, quand on rencontre, l'an dernier j'ai passé 1 heure avec le ministre de l'Éducation, Robert au Québec, vous voyez, il faut y aller avec nos incertitudes. Lui, il est farci de certitudes. Vous voyez, lui, il sait. Voilà, lui, il sait. Voilà, c'est le ministre, il sait. Mais nous, on peut y aller, tu vois, et puis en disant, regardez, moi, je fais de mon mieux, mais en même temps, je suis un parent informé, je suis un parent conscient, je suis un parent vigilant, attentif. Je suis un parent qui a fait un certain nombre d'études, qui continue à se former, à s'informer. Vous voyez, on reste à notre place. On ne dit pas que l'État n'a rien à faire dans notre vie. Ça, je vous l'ai déjà dit, il faut enlever ça de nos... Parce qu'on est bien content, comme je vous dis, bon, qu'il soit là quand il y a des problèmes. On l'a vu avec la police et le Bataclan, par exemple. Donc, on reste modeste, on reste à notre place avec nos doutes, avec nos certitudes, avec nos incertitudes, avec tout ça. Alors, à partir de là, on est... on est capable, on est capable d'aller discuter de personne à personne, d'être humain à être humain, d'éducateur à éducateur, avec n'importe qui, quoi. Voilà. Et donc, nous, on doit se tricoter un discours qui est solide, qui est modeste, mais qui est, voilà, qui est appuyé sur des recherches, qui est appuyé sur de la science, qui est appuyé sur l'expérience. On a, vous savez, Summerhill, l'école démocratique Summerhill, elle a 100 ans, quoi. L'an prochain, elle aura 100 ans, en 2021. Donc, on a les enfants des enfants des enfants, là, c'est. Donc, on sait ce que deviennent des enfants comme des éducations libres. Vous voyez, donc on a, bon, il y a Peter Gray qui documente beaucoup ce qui se passe à Sudbury Valley School. On a plein de choses, on a plein de recherches maintenant dans toutes les langues qui nous disent ce que deviennent les enfants et leur niveau de réussite académique, universitaire, artistique, etc., etc. Donc moi, ce que je vous engage à faire là-dedans, c'est d'arriver à vous construire, et on pouvait vous aider, vous savez, il y a tout un tas de pétitions, de textes, de tribunes. Alors des fois, on est d'accord, pas d'accord, avec une partie, pas le tout. Des fois, on aime plus ou moins bien celui qui l'a rédigé, mais peu importe. On lit tout ça, et là, on arrive à se construire une tête, à se faire une tête, à se faire un argumentaire. Et on est capable, après, avec la joie de nos enfants, parce que c'est ça qui est important, avec le vécu de nos enfants. Marion a fait une vidéo où on voit plein de familles qui dansent avec leurs enfants, etc. Avec la joie, avec le vécu, avec l'enthousiasme de nos enfants, on est capable de contrer ce genre de loi qui décidément ne pourra pas passer comme ça parce que, excusez-moi, on a à la fois d'un côté des textes internationaux, on a une légitimité naturelle, on a des dizaines d'années d'expérience, on sait que la liberté éducative, ça marche. Vous savez, il y a Rousseau qui disait « La liberté est la seule chose qu'on n'a pas essayé depuis qu'on se mêle d'éduquer des enfants, la seule chose pourtant qui peut réussir. » Donc, nous, on l'a essayé depuis cette liberté éducative. Et nous, moi, d'autres familles, et à travers le monde et à travers les années, et on sait ce qui marche, ce qui marche pas, on connaît nos difficultés, on sait qu'à des moments, oui, ça va nous chercher, ça va nous prendre un petit moyen supplémentaire, on va peut-être avoir besoin d'un orthophoniste, on va peut-être avoir besoin de peu importe, mais oui, on va aller chercher ce qu'il nous faut, et on est capable d'éduquer nos enfants. Voilà. On accepte que l'État pousse la porte de chez nous,
pour vérifier qu'on ne dise pas n'importe quoi. Parce que oui, il peut y avoir des parents défaillants, et en toute bonne foi, hein, je veux dire, on peut avoir des parents qui ont de la difficulté, qui ont des problèmes, qui ont besoin d'être accompagnés. Eh bien, allons-y, pas de problème. On n'est pas, vous voyez, on n'est pas en dehors de la société. Eux, ils veulent un monde sans dehors. Ils veulent un monde scolaire sans dehors. Tout doit se passer dans le cadre de l'école. Mais nous, on ne veut pas un monde sans dehors. Quand on dit l'école à la maison, c'est terrible parce qu'on a l'impression que on reste à la maison. Mais c'est pas ça du tout, d'accord? En général, on ne fait pas l'école et on ne reste pas à la maison. Donc, encore que là, le confinement, on est plus ou moins obligé. Mais on veut un monde avec du dehors, on veut vous savez, moi c'est une préoccupation que j'ai depuis des années. Avec Bernard Collot, justement, en 2017, on avait écrit un livre qui s'appelle Entre autres. Et toute la préoccupation du départ de ce livre, c'était de se demander, mais justement, les autres, ils sont où? Ça, c'est un autre truc sur lequel je voudrais vous avertir, en fait. Parce que je vois beaucoup écrit, je vois passer toutes ces phrases-là qui disent nous, on fait des apprentissages autonomes. Nous, on fait des apprentissages naturels. Vous comprenez que vous devez comprendre que pour un prof, pour un inspecteur, pour n'importe qui, on se tire une balle dans le pied parce que pour lui, ça veut rien dire. Moi, je sais exactement de quoi vous parlez quand vous dites on fait les apprentissages naturels. J'ai aucun problème avec ça. Mais pour lui, il a l'impression qu'on sort notre enfant, on l'amène dans la forêt le lundi matin, puis on vient le chercher le vendredi soir. Voilà, c'est l'apprentissage naturel, c'est Victor de l'Aveyron. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, il faudrait d'ailleurs que les inspecteurs soient formés à l'IEF. Oui, mais absolument. Alors je vous dirais pas que les inspecteurs, il faudrait aussi que les avocats, les juges, parce que des fois quand il y a des familles qui se séparent, vous savez, des parents qui se séparent, et puis là d'un coup, il faut juger est-ce que l'enfant doit aller à l'école parce qu'il y en a un qui veut, l'autre il veut pas, et là, forcément on se retrouve avec des gens qui... Il y a une dame l'autre jour de Nice qui m'a écrit pour me dire... je me cherche un sujet de thèse par rapport à l'IEF. Je dis, allez voir ce que pensent les avocats. Qu'est-ce qu'ils en savent et qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est quoi les représentations qu'ils en ont? Et évidemment, Claudia Renaud a écrit, il y a des années, l'école à la maison expliquait à mon inspecteur. Ben oui, évidemment. Évidemment. Nous, notre livre, entre autres, il se disait, mais alors, on ne peut pas dire c'est les apprentissages naturels et autonomes, parce que il est où l'autre? Il est où le prof de judo? Il est où le frère? Il est où le cousin? Le grand-parent? Vous voyez, ils sont où tous ces autres-là? Il faut qu'on les nomme, il faut qu'on les accepte. Nous, on n'est pas dans un monde sans dehors. On fait l'école à la maison, mais notre monde a un dehors. Alors que eux voudraient nous imposer une école, une éducation à l'école, et qu'il n'ait pas possibilité d'aller en dehors de cette école-là. Et ça, c'est terrible. Voilà, on doit vraiment... ah oui, Delphine, on avait commencé à former les avocats, mais c'était vraiment à la demande. Ah ouais, ben oui, il faudrait que dans les cursus de ces gens-là, les avocats, les inspecteurs, les services sociaux, excusez, hein. Eh oui, la DPJ au Québec, avant ça s'appelait la DAS en France, aujourd'hui je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, il faudrait qu'on puisse aller voir ces gens-là et leur expliquer qui on est et comment on fonctionne et quelle est notre philosophie. Mais pour ça, voilà, je le répète, il ne faut pas qu'on ait un langage hermétique. Vous voyez, il ne faut pas qu'on ait un langage de dire ah nous c'est apprentissage naturel. Voilà, ça y est, c'est fait, tout est dit, j'ai rien d'autre à dire. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi j'ai formé, je vous dis, des gens dans les IUFM, où j'ai fait pas mal d'interventions à l'Université du Québec à Montréal, dans les formations de profs, etc. Et voilà, si vous commencez par leur dire, bon, un enfant, ça apprend tout seul, voilà, salut, merci, bonsoir, tout est dit, au revoir, ça fonctionne pas, hein. Voilà, donc, écoutez, je suis en train d'écrire un livre, et je vous mets dans la confidence, pour justement, c'est quoi ce fossé qu'il faut combler quand on essaye de parler avec des profs
quand on essaye de parler, comment on peut arriver à avoir un langage commun en fait. Comment lorsqu'un pirate et un loyaliste se rencontrent, c'est quoi le type de vocabulaire qu'ils peuvent utiliser quoi. Voilà. Ah oui, c'est ça, la DAS est devenue l'ASE en France, aide sociale à l'enfance. Bon, merci. Et donc, c'est quoi le vocabulaire qui peut nous être commun, vous voyez? Puisque les deux prétendent être là pour le bien de l'enfant, pour sa liberté, les deux prétendent être du côté de l'enfant en fait. Mais des fois, c'est pas si évident que ça, et ça, voilà, ça demanderait d'être un peu plus. C'est quoi que tu appelles être du côté de l'enfant? C'est ça. Et c'est quoi que nous-mêmes on appelle être du côté de l'enfant? Et ça, c'est fondamental. Et il faut qu'on le clarifie, ça. Et il faut qu'on se trouve du vocabulaire commun. Avec nos sensibilités, parce que nous, on est un monde de diversité, évidemment, hein, dans le monde de l'instruction en famille, de l'éducation pirate, de l'éducation sans école. On a tout un monde de pratiques, de philosophie, etc. Mais il faut qu'on puisse justement voir qu'est-ce qui nous relie. C'est quoi la voie qui nous porte? Quels sont les mots avec lesquels on serait pas mal tous d'accord quand même, vous voyez? Voilà. Donc c'est ça, quand on va faire des pétitions, quand on va faire des tribunes, quand on va faire des interventions, des lettres auprès des députés, des maires, etc. Eh bien voilà, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit voilà, il faut qu'on soit clair et qui est assez, je vais essayer, est assez pertinent. Je vais essayer de regarder un petit peu parce qu'il y a plein de gens qui écrivent en. Alors je sais pas s'il y a des questions, je vais voir. Eh oui, oui, ça demande beaucoup de boulot de la part des pirates. Eh oui. Euh, Moi j'y travaille. Écoutez, vous savez, je suis pas. Euh, oui, c'est ça. Mais là encore une fois, Catherine, tu nous dis regarder le monde à partir de la lorgnette de l'enfant. Oui, absolument. Mais là encore une fois, il y a possibilité, si on le dit comme ça, de se faire rentrer dedans. Moi, je comprends exactement ce que tu veux dire et je suis 100% d'accord. Mais dit comme ça, on peut se faire entrer dedans. Parce qu'on va dire que l'enfant, lui, ne sait pas toujours. Et que si on ne lui parle pas de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il aura un intérêt? Est-ce qu'il voudra en parler un jour? Si on lui met pas. Alors, vous voyez, il y a des fois, il y a des formulations qui nous. Voilà, euh, qui nous rendent plus ou moins service. Et il faut savoir les manier, en fait. Voilà, quoi. Euh. Ouais, c'est ça. Delphine, ouais, tu nous dis, je plus maintenant dans le cadre de ma création d'entreprise. Mon boulot, c'est à franchir l'élève en apprenant à l'enfant à apprendre. Ouais. Alors là, tu vois, là aussi, encore une fois, c'est-à-dire que l'enfant, vous comprenez que l'enfant qui naît, Delphine, écoute-moi bien, un enfant qui naît sait apprendre. Tu comprends? Sinon, il est mort, tu vois. C'est aussi bête que ça. S'il n'apprend pas à parler, à marcher, à téter, à je sais pas quoi, eh ben, à enregistrer, à savoir qui est son père, qui est sa mère, qui est pas. Enfin, voilà. Donc, un enfant apprend naturellement. Il n'y a pas besoin de lui apprendre à apprendre. Un enfant apprend. Et d'ailleurs, apprends que tu le veuilles ou non. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu lui fais vivre une expérience traumatisante, il va apprendre aussi. Pourtant, tu aurais préféré qu'il apprenne pas de ça et qu'il l'oublie. Mais non, il l'oubliera pas, il va apprendre de ça. Donc là aussi, vous voyez, on a des vocabulaires qu'on utilise. On a des clichés, on a des phrases toutes faites qu'on utilise. C'est rien contre toi Delphine. Hein, c'est pas du tout, c'est pas une attaque personnelle. Hein, j'espère que tu comprends bien ça. Mais simplement, on se retrouve à utiliser des mots qui sont des autoroutes, un peu, des formulettes, des formules qui sont des autoroutes et qui par moment nous rendent pas tant service en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire parce que on peut se faire rentrer dedans par ces mots-là. Voilà, un enfant, Victor de l'Aveyron, vous connaissez Victor de l'Aveyron, c'est un enfant qui a été abandonné. Il a été abandonné, il a appris à survivre dans les bois, il a appris tout seul. Et effectivement, Delphine, l'école désapprend à apprendre. On est tout à fait d'accord. Donc en fait, il faut renouer avec son instinct naturel à apprendre des choses. En fait, on va le prendre par l'absurde 2 secondes.
Si demain je déclare que c'est la journée où vous apprendrez rien, vous voyez, alors voilà, demain je vous demande un truc, tous ceux qui m'écoutaient là aujourd'hui, demain je vous demanderai un petit service, faites ça pour moi. Demain j'aimerais que vous n'appreniez rien. Et vous allez voir que c'est impossible, vous ne pouvez pas ne pas apprendre, vous voyez. Donc c'est pour ça que quand je dis je vais apprendre à l'enfant à apprendre, je le déresponsabilise de sa capacité naturelle à apprendre. Vous voyez, c'est parce qu'il a cette capacité. Il n'y a pas besoin de lui expliquer comment on apprend. L'apprentissage, ça se fait que vous le vouliez ou non. Et l'enfant, c'est la même chose. Bref, vous voyez, voilà, c'est ça. Hein, moi, écoutez, mon travail de chercheur, mon travail de... Euh, oui, Stéphanie, bien sûr. En fait, je vais vous le dire, je le dis depuis des années, nous, notre travail, c'est un travail de jardinier, c'est un travail d'environnement. Créer l'environnement et les choses vont se faire. Donc oui, on va créer un espace où l'enfant peut se connecter à lui-même. Et oui, il va apprendre à se connaître. Mais pour qu'il apprenne à se connaître, il ne faut pas qu'il soit victime d'un programme, parce que là, sinon, il n'apprend pas à se connaître, parce qu'il va apprendre à connaître. Il va apprendre à connaître ce qu'on lui dit d'apprendre, en fait, hein, tout simplement. Oui, en tout cas, on pourra discuter évidemment de ça, hein, Delphine. Euh, oui, ben évidemment, l'école va dire à l'enfant qu'il peut réapprendre de lui-même, évidemment, puisque on est convaincu que l'apprentissage est le résultat de l'enseignement, mais ça marche pas comme ça. Je me suis expliqué des dizaines de fois hein, sur ces questions-là. Voilà. Euh, on doit, en fait, on n'est pas, moi je ne suis pas contre toute structure apprenante, en fait, vous comprenez. Je ne suis pas contre le fait d'aller suivre une formation. Euh, Ah, je vais voir ça, Tom, je réfléchis à ça. Je ne suis pas contre moi-même aller suivre une formation sur tel ou tel point, d'aller passer un stage de cuisinier, ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas contre toute structure apprenante. Mais cette structure apprenante, même si elle me demande de faire un certain nombre de devoirs, je dois sentir que dans chaque exercice qu'on me demande, il y a la graine de la libération, de l'émancipation, de l'autonomie. Voilà. Et la graine, pas qui va pousser dans 35 ans, vous voyez ce que je veux dire. Je veux pouvoir sentir que ce qu'on me montre a un potentiel d'autonomisation, en fait. Voilà. Et, et je veux pouvoir mesurer que ce qu'on me donne à manger est quelque chose qui va me libérer. Et, euh, c'est quelque chose qui va me faire poser la question qui est importante pour moi, etc. Comme je vous disais, moi, pour la formation que j'ai mis en place, on y va par les questions. Je dis, ben voilà, regardez, vous faites ça comme ça. Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que dans votre situation, c'est ça? Est-ce que dans la relation que vous avez avec votre enfant, fonctionnez comme ça, comme ça, comme ça. Si ça vous rend heureux, tant mieux. Si vous avez peur, eh ben faites-le comme ça. Mais est-ce que cette peur, c'est vraiment ça que vous souhaitez entretenir, etc., etc., etc. Donc moi, ce que j'essaye d'ouvrir, c'est à des questions. Et comme je vous disais, il est hors de question d'avoir que je ne veux pas sortir mes enfants de l'école pour sortir de la méthode éducation nationale pour faire la méthode Thierry Pardo. Vous voyez, ce serait absurde, ridicule et incompréhensible. Donc il n'y a pas, voilà, il y a pas de méthode qui tienne. Il y a des philosophies, il y a des attitudes. Voilà, c'est ça que. Et il y a des environnements, des philosophies, des attitudes, des environnements. À partir de là, on peut commencer à construire. Écoutez, on arrive, c'est fou, je regarde l'heure, je vois qu'on arrive déjà au bout de notre heure de conversation. C'est fou, c'est passé super vite, j'ai pas vu passer ça et merci, vous avez alimenté mes réflexions par vos sympathies tout le long. Je sais que le moment qui vient là, c'est pas simple hein, avec les histoires de confinement, les incertitudes hein, face à l'avenir,
face à l'argent. Vous savez que vous savez que mes enfants sont à l'école maintenant. Vous savez comment Eikem, dans son groupe école, là, vous savez comment ils ont choisi de s'appeler parce qu'ils se donnent des surnoms, hein. Ils s'appellent les survivants du confinement. Je ne sais pas si vous voyez le truc terrible. Ils s'appellent les survivants, les gamins, quoi. Ils ont 10 ans, quoi. Donc, bref. Donc, je sais que c'est compliqué. Encore une fois, je vous renouvelle mon offre de rabais par rapport à la formation des pirates de l'éducation. Si vous tapez le code pirate, PIRATES, dans le code promo, vous allez voir... ça vous donne un rabais substantiel. Au Québec, si vous êtes adhérent à la CAID, vous avez aussi un rabais sur la formation. C'est un accompagnement, voilà. C'est un accompagnement que je vous propose parce que je sais que c'est pas toujours facile de trouver les bons mots, de trouver des fois les bons comportements, les bonnes attitudes, savoir créer le bon climat à la maison. Donc voilà, cette formation vous offre cette réflexion-là, ces pistes-là, ce chemin-là. Et vous inquiétez pas, c'est de la piraterie, c'est pas la méthode Thierry Pardot. je me dédierai, je vous dis, je vous jure, le jour où je croise quelqu'un qui me dit ah, moi je suis la méthode Pardot, c'est... c'est fini, c'est fini. Voilà. Donc voilà, je prends la libération, la liberté, le bonheur, l'émancipation, l'autonomisation pour les enfants, pour les parents. Faites-vous confiance, faites confiance à vos enfants. Luttons, il faut encore lutter. Il faut lutter avec les bons mots, il faut lutter avec les bonnes formules. Attention aux phrases faciles. Je vois passer des choses, des fois je dis voilà, on pourrait discuter de ça pendant des heures. Cette phrase-là, elle est casse-gueule. C'est des phrases savonnettes, ça. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour tous vos bons mots, pour tous vos soutiens. Merci d'avoir été là. Écoutez, on était peut-être 10 pays représentés aujourd'hui. C'est formidable. J'adore ça. Je vais essayer. Je sais que c'est lourd, les lives, les machins. Je préférerais bientôt venir faire des tournées de conférences, vous rencontrer pour vrai. Mais en Suisse, ailleurs, voilà. Mais merci pour relayer le mot. Merci, moi, de transmettre mes livres et mes outils, mes formations, etc. Ça me fait chaud au cœur. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de reprendre la route et de venir faire mon intellectuel nomade et fumer ma pipe un petit peu partout pour ceux qui m'ont vu arriver avec mon camion et mes caisses de livres. Voilà, j'ai bien hâte de vous retrouver. Merci beaucoup, merci pour tout. On se tient au courant, on essaye de lutter, on lâche pas. Écoutez, je pense qu'ils sont tellement ridicules en face là, ils sont tellement pris dans des choses qui les dépassent on va bien finir par leur casser la gueule un peu. Hein. On va bien finir par, intellectuellement, hein, je parle sur le plan des idées, on va bien réussir à leur faire entendre raison, voilà plutôt. C'est ça, c'est le mot plus juste. Mais c'est sûr qu'il y a des imbécilités, il y a des absurdités qui se disent, et il faut vraiment casser la gueule à ces idées-là. Voilà, j'y reviens. J'aimerais qu'on fasse circuler ce mot. Je pense qu'il est puissant de dire vous ne pouvez pas décréter l'incompétence parentale générale, quoi. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut amener de l'adhésion, parce que ça va parler aux parents qui sont à l'école ou dont les enfants sont à l'école. Voilà, on peut avoir des outils forts et utiliser ces mots-là. Voilà, on n'acceptera pas d'être nommé incompétent. Voilà. Oui, les Dalaya pourraient proposer une réduction. Ben oui, je pourrais essayer de voir comment on peut faire ça. J'avais passé avec la CAID ici au Québec, mais des arrangements. On peut voir comment ça peut se faire aussi en France. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci pour votre attention, merci pour vos encouragements, merci pour votre fidélité. On se reparle bientôt. Bye bye. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Ah oui, Delphine, vas-y.
En force. Ah oui, 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 mais oui, dis-moi-le. Oui, oui, vas-y, Delphine, envoie-moi-le. Je vais lui expliquer un peu comment on peut voir les choses autrement. Merci. Continuez à m'écrire si vous avez des questions, tout ça. Je dois raccrocher, mais je suis encore avec vous. Donc continuez à m'écrire, continuez à m'envoyer des mots et on s'encourage mutuellement, on en a besoin. Bye bye.